Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Qui face au RN en 2027, c'est ce qu'a cherché à savoir et à mesurer Frédéric Dabi pour l'IFOP, son analyse des résultats en début d'émission. L'Europe peut-elle remplacer les États-Unis dans le soutien à l'Ukraine? Encore eût-il fallu qu'elle parlât d'une même voix. On le voit ces dernières heures, c'est déjà compliqué. Le décryptage, en tous les cas, dans cette émission de Renaud Girard. Et puis un peu d'histoire pour terminer, la nôtre, l'histoire de la France, ou plus exactement de la nation française. Remonte-t-elle aux Gaulois, à Clovis, à Jeanne d'Arc ou à la Révolution française? L'historien Éric Anceau a revisité 35 000 ans de cette histoire. Dans cette émission, il nous donnera sa réponse et son point de vue. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Vincent. Marine Le Pen sera-t-elle forcément au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2027? Alors, je vais décevoir nos téléspectateurs. Je n'en sais rien, personne ne peut le dire. En tout cas, clairement, plus que jamais, à un peu plus de 2 ans du premier tour, s'il a lieu en avril 2027, on a un RN en pole position qui, plus que jamais, incarne l'alternative. Le parti La Force qui n'a jamais été essayé, et l'incarnation Marine Le Pen reste forte dans cette enquête, ce premier baromètre de l'ambition présidentielle. Les deux leaders du RN, Jordan Bardella et Marine Le Pen, émergent en tête en souhait et en pronostic. Oui, je vous avais posé la question parce que j'aurais imaginé, mais vous voyez, vous m'avez désarçonné par votre réponse, que vous m'auriez répondu, ben ça, on verra ça après le 31 mars pour savoir si elle sera en mesure de se présenter et si la justice lui permettra de se représenter. Je vous pose la question, effectivement, et vous avez commencé à dévoiler une partie de la réponse, parce que on le voit au hit parade des souhaits de candidature, comme vous l'établissez dans votre sondage publié en exclusivité sur le Figaro, Jordan Bardella la coiffe. Oui, alors il la coiffe d'un point au global sur la question du souhait. Alors je note quand même, si on quitte les personnalités, quand on regarde les 32 personnalités testées, il n'y a pas une personnalité qui a un souhait majoritaire. On peut souhaiter que quelqu'un soit candidat sans voter pour lui ou pour elle, ça en dit donc sur la défiance à l'égard du personnel politique et sur le pronostic. Oui, c'est ça qui est intéressant quand on regarde justement sur la gauche, ce qui est en bleu, on voit personne au-delà de 50%. Voilà, il n'y a que 5 personnalités, on les voit, Jordan Bardella, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau, qui dépassent un tiers. Et sur le pronostic, c'est-à-dire est-ce qu'au final ces personnalités iront au bout d'une candidature, on n'a que 5 personnalités qui dépassent ou approchent les 50%. Ça en dit long, mais c'est normal, Vincent, dans une élection de renouvellement, comme 1995, comme 2007, quand le président sortant ne se représente pas, sur l'incertitude qui règne chez les Français. Question, puisqu'on est justement dans le camp nationaliste, Éric Zemmour a confié chez nos confrères de BFM TV ce dimanche qu'il n'excluait pas de se représenter en 2027. Quelles seraient ses chances? Alors déjà, c'est intéressant, il y a une sorte de prime pour les candidats qui se sont déjà représentés une ou plusieurs fois. Jean-Luc Mélenchon, qui est faible sur le souhait, de mémoire 84% des Français ne souhaitent pas sa candidature, il est minoritaire à gauche. En pronostic, beaucoup de Français, qu'ils l'apprécient ou pas, ont intériorisé qu'il irait vers une 4e candidature. Éric Zemmour, qui est également assez faible en souhait, il a un souhait de 17%, un peu plus que Jean-Luc Mélenchon, un point de plus. Il y a 44% des Français qui ont intériorisé qu'il serait candidat en 2027. Il y a une prime pour les candidats déjà en place. Même chose pour Nicolas Dupont-Aignan, triple candidat à la présidentielle. Il y a quand même 17% de souhaits, plus que Jean-Luc Mélenchon, pour se représenter. Face à Marine Le Pen, ou face à Jordan Bardella, qui arriverait en tête? Alors, c'est vrai qu'il y a ce primat Bardella-Le Pen. Notons que Marine Le Pen est par rapport à ce que vous disiez sur l'échéance du 31 mars, alors qu'elle apparaît comme une candidate naturelle, il y a un petit quart des Français qui pronostiquent qu'elle ne sera pas candidate. Est-ce que c'est un effet poison lent lié au 31 mars? C'est possible. Mais face au duo du Rassemblement national, Édouard Philippe émerge en tête, 38% des Français souhaitent qu'il soit candidat, et ce qui est intéressant pour lui, c'est 2 choses. D'une part, il fait son meilleur score chez les personnes âgées, l'électorat qui vote le plus, les 65 ans et plus, et d'autre part, il est très bien positionné, je dirais, dans son couloir, chez les sympathisants du Bloc central et les sympathisants LR, où il arrive à un niveau très élevé. Est-ce que, question d'ailleurs,
Édouard Philippe est remonté en termes de popularité entre le moment où il quitte Matignon et le moment actuel? Oui, clairement oui. Rappelez-vous, il a quitté Matignon dans un véritable état de grâce. Ça a été l'homme qui a rassuré les Français au moment du Covid, sur la gestion Covid, et il a géré ce matelas de popularité. Dans l'enquête IFOP fiduciale pour Paris Match et Sud Radio, il est en tête ou le plus souvent dans les premières positions en termes de popularité. Et en ayant rompu, entre guillemets, avec le macronisme, avec le président Macron dès juillet 2020, il n'apparaît pas comme l'héritier, ce qui pourrait être une position compliquée quand on sait que dans une présidentielle, quand le président sortant ne se représente pas, les candidats sont plutôt dans une logique de transgression ou de rupture à son égard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Édouard Philippe tient la corde comme en souhait de candidature, ce n'est pas du vote, mais c'est plus solide que de la popularité face à Marine Le Pen et Jordan Bardella, même si vous le disiez dans votre première question, ce qui frappe le plus, c'est que Jordan Bardella soit quasiment au niveau, même un peu au-dessus Marine Le Pen, alors qu'il y a une candidate naturelle au Rassemblement national. À gauche, il y a une surprise, c'est Raphaël Glucksmann. Oui, alors déjà, ce qui me frappe, c'est les résultats à gauche montre une crise de l'incarnation. C'est très clair au RN, c'est très clair au Bloc central, avec Édouard Philippe, Gabriel Attal, qui constitue pour moi une surprise dans cette enquête, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait le moindre pas vers une candidature. Il arrive 4e avec un score de souhait de pronostic très élevé. Quoi est dû je pense le souhait Attal? C'est quelqu'un qui a installé une méthode auprès des Français, le constat, l'action. Il y a le souvenir de son action très bénéfique à l'éducation nationale, perçu comme tel par les Français, plus que le passage Matignon. Et il y a chez les sympathisants du Bloc central l'image de celui qui a fait son devoir, qui a mené campagne dans des conditions très difficiles lors de l'entre-deux tours des élections législatives. On parlera de Bruno Retailleau, mais pour la gauche... Ah oui, là pour l'instant on est à gauche. À gauche, ce qui est... Oui, je ne me trompe pas. Ce qui est compliqué, c'est cette 7e place pour Raphaël Glucksmann, mais il a un faible pronostic. Jean-Luc Mélenchon reflète de son impopularité, malgré sa triple candidature. Enfin, on a quand même 84% des Français qui ne veulent pas qu'il soit candidat. J'ai une question par rapport à ça, par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, 84% des Français souhaitent, selon votre sondage, que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas candidat. Et ce rejet, il reste très fort à gauche. Il est fort à gauche, puisque de mémoire à gauche, il a une trentaine de pourcents de souhaits de candidats, qu'il soit candidat. Il est minoritaire à gauche, et à gauche, il est devancé par François Ruffin, et quasi à égalité avec Fabien Roussel, François Hollande et Olivier Faure, qui sont un petit peu derrière. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde justement ces chiffres, c'est le différentiel, 16% de Français souhaitent qu'il soit candidat, mais 51% pronostiquent qu'il le sera. Et peut-être que c'est la colonne jaune qui est plus proche de la réalité que la colonne bleue. Mais justement, est-ce que les sympathisants de gauche le rejettent au point de ne pas voter pour lui s'il était en position de faire un très gros score? Alors, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. Quand on prend le schéma 2022, c'est-à-dire un candidat qui a la gauche radicale avec lui, moi je l'évalue à 10-12%, c'est-à-dire si on remonte très loin, l'addition présidentielle de Laguillet, Besancenot, Gluckstein et Hu en 2002, qui arrive à faire campagne et à être habile. C'est quelqu'un qui sait bien faire campagne, qui est un professionnel de l'élection présidentielle, qui peut susciter du vote utile et du vote communautaire. Et c'est vrai que sur un bout de papier, on peut écrire comment Jean-Luc Mélenchon pourrait accéder au second tour en 2027. Là, aujourd'hui, il faut être sérieux. C'est pour ça qu'on a choisi, avec le Figaro et Sud Radio, de ne pas faire de l'attention de vote, mais faire du souhait, du pronostic, pour pouvoir, je dirais, passer au tamis une trentaine de personnalités. Il est très mal positionné s'agissant du souhait, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est maintenant très impopulaire. Jean-Luc Mélenchon ne poursuit vraiment dans cette logique-là. Il n'est pas dans la logique de ce grand politologue qu'on appelait Jean-Claude Duss, alias Michel Blanc dans Les Bronzés, et qui disait, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Oui, il avait parlé à une époque de trou de souris, même François Hollande aussi avait évoqué cette expression. C'est vrai que c'est quelqu'un qui exerce un magistère à gauche, qui est très visible, avec une force militante très puissante, le parti insoumis. Aujourd'hui, quand même, il est 5e à gauche, il est devancé par François Ruffin, Fabien Roussel, on a Olivier Faure et François Hollande qui font également mieux que lui. On voit à travers cette enquête, au-delà de l'incarnation, que le courant
on va l'appeler social-démocrate centre-gauche, a plus d'appétence à gauche et de soutien, de souhait, que le courant de la gauche radicale, mais Jean-Luc Mélenchon reste un redoutable concurrent. Si on prend justement le courant social-démocrate et l'appétence qu'il suscite à gauche, quelles sont ses forces, quels sont ses atouts, quel est son potentiel? Aujourd'hui, dans le cadre d'une élection présidentielle, parce que c'est quand même ça, ce baromètre de l'ambition présidentielle, les incarnations sont faibles, 27% de souhait pour Raphaël Glucksmann, 18% pour François Hollande. Ce n'est pas négligeable s'agissant de Raphaël Glucksmann, mais la question est au-delà de l'espace électoral, qui va l'incarner? Aujourd'hui, c'est très clair. L'offre électorale est à peu près claire pour le Rassemblement national, même s'il y a l'épée de Damoclès pour Marine Le Pen, ça sera elle ou lui. L'incarnation est claire du côté du bloc central, Édouard Philippe, Gabriel Attal, et si on élargit au socle commun, pour l'instant Bruno Retailleau fait une percée, on va sans doute en parler, qui est assez remarquable, parce que là, je le répète, on n'est pas sur de la popularité, on est sur du souhait de candidature. Par contre, à gauche, il y a, du côté de la gauche de transformation, de la gauche réformiste, il y a une vraie incertitude qui n'est pas dramatique à 2 ans d'une élection, mais je pense que si l'offre électorale se décante fortement du côté des autres blocs, il faudra que la gauche non LFI ait un champion ou une championne. Je note qu'il y a quand même encore 18% de souhait en faveur d'une candidature de François Hollande. Oui, il est très populaire, on le voit dans le baromètre Paris Match, il a un espace. Où a-t-il reconquis de la popularité? Chez les jeunes, chez les sympathisants de gauche, il est souvent premier chez les sympathisants de gauche avec Fabien, avec Ruffin. Et puis, c'est pas notre sujet du jour, mais vous allez en parler juste après moi. Les questions internationales remettent quand même en exergue un quinquennat où François Hollande a plutôt fait, de l'avis des experts, des choix justes. Le Mali, ne pas livrer des armes à l'Iran à la Russie, avec les Mistral. Également le fait qu'il avait sans doute raison d'inciter à intervenir en Syrie en 2013. Il n'a pas été suivi par Barack Obama. Il y a beaucoup de Français dans nos enquêtes qualitatives qui revoient son bilan de manière beaucoup plus positive qu'il ne l'était en 2016 où il ne s'était pas représenté pour 2017. Un duel Mélenchon-Le Pen est-il inenvisageable? L'enquête ne le dit pas, mais dans les enquêtes d'attention de vote présidentielle que nous ferons pour le Figaro Magazine dans quelques semaines, ce n'est pas impossible. Qui l'emporterait dans ce cas-là? On l'a mesuré une fois, c'était très clairement Marine Le Pen, 2 tiers, 1 tiers, et des confrères, je repense à Opinionway, l'ont également mesuré. Alors, prudence extrême sur un second tour, oui, quand on sait très bien connu avant un premier tour. Les sondages pour les seconds tours ne sont crédibles que le soir du premier tour. Oui, même si on prend la présidentielle de 88, il l'était, François Mitterrand jamais battu, la présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy jamais devancé, j'ai souvenir d'un seul 50-50 face à Ségolène Royal 1 an avant le vote. Mais d'une manière générale, prudence sur ces configurations électorales. Cette question de souhait et du pronostic, c'est une autre manière de voir les chances de candidats potentiels. Certains n'ont pas fait le moindre pas faire une candidature, ils sont plutôt élevés, Gabriel Attal. D'autres font entendre qui serait candidat Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, les souhaits sont extrêmement faibles. D'autres sont des candidatures de mode. Je pense à Cyril Hanouna qui a le score de refus de souhait le plus élevé. Vous devancez ma question, c'est quid d'un candidat justement hors système C'est toujours possible. Dans un moment de défiance vis-à-vis du personnel politique, dans un moment que j'ai appelé d'éclipse du politique, les Français n'ont jamais été aussi indifférents à ce qui se passait du côté de la sphère politique nationale, parce que le politique au national, contrairement à la sphère locale, ne change plus la vie. Il peut y avoir ce que Laetitia Krupa avait appelé la tentation du clown. Le clown, sans être péjoratif, qui peut être un dirigeant d'entreprise, qui peut être un non-professionnel de la politique. Et là, on a testé de manière très jusqu'au boutiste, si je puis dire, un Cyril Hanouna, qui est... Michel-Édouard Leclerc aussi? Oui, tout à fait, on le testera peut-être dans une vague suivante. On est dans un moment... Je parlais de cette défiance vis-à-vis du personnel politique national. Jamais la confiance vis-à-vis de 2 acteurs n'a été aussi forte. Premier acteur, les élus locaux, les maires des grandes villes et des villes moyennes. Deuxième acteur, les dirigeants d'entreprises qui, eux, changent concrètement la vie de nos concitoyens et par rapport auxquels le clivage gauche-droite, le clivage idéologique s'est complètement effondré. Donc les chefs d'entreprise ont une meilleure image. Oui, bien sûr. Est-ce qu'une candidature Retailleau pourrait priver le RN de second tour? C'est la question qui se pose. Est-ce que Bruno Retailleau pourrait réussir, s'il est candidat, il y a quand même beaucoup de si, mais s'il est candidat à réitérer le coup de Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez Vincent, en 2007, il avait réussi à siphonner 1 tiers de l'électorat Jean-Marie Le Pen pour lui assurer ce score incroyable de 31% au premier tour. Là, pour l'instant, ce qui frappe dans cette enquête, comme dans les enquêtes de popularité, c'est la percée
de Bruno Retailleau. Lui non plus n'a jamais fait le moindre début de signe faire une candidature, même si autour de lui on y pense peut-être. Un tiers des Français considèrent qu'ils souhaitent qu'il soit candidat, et même 1 sur 2, parce qu'il y a cette dynamique sondagière, considère qu'il sera candidat en 2027. Et auprès des sympathisants LR, il a 70% de souhaits, 23 points de plus que Laurent Wauquiez. Oui, donc ce qui peut présager aussi davantage dans la course, davantage en faveur de Bruno Retailleau dans la course pour la présidence des LR. Alors je vais être extrêmement prudent. La présidence des LR, ce ne sont pas des Français... ni des sympathisants, mais des militants. Et voilà, des adhérents. Et rappelez-vous, hein, si on s'était vu il y a 12 ans, vous auriez cité les sondages IFOP qui donnaient 3/4 de préférence à François Fillon, non, plutôt 2 tiers pour François Fillon, 1 tiers pour Jean-François Copé. On sait comment ça s'est terminé. Donc prudence absolue sur le fichier des adhérents que personne n'a et qui n'est pas complètement connu. Quelles sont finalement les données qui vous ont le plus frappé dans ce sondage, Frédéric Dabi ? Clairement, Jordan Bardella, très fort chez les dirigeants d'entreprise, fort chez les personnes âgées, fort chez les salariés. C'est intéressant de le noter. Bardella a une forte popularité auprès des chefs d'entreprise. On dit même auprès d'ailleurs de certains patrons du CAC 40. L'enquête, c'est auprès du grand public. C'est plutôt des patrons de TPE, des artisans qui sont une clientèle traditionnelle du RN. Mais effectivement, il est fort dans de très nombreuses catégories. Et de manière générale, lui, comme Marine Le Pen, à la tête d'un parti de masse, n'ont plus de trous dans la raquette. L'époque où le RN était très faible, où c'était l'époque du RN jean-mariste, c'est-à-dire fort dans des catégories spécifiques, les hommes, les jeunes, les catégories populaires. On a maintenant un RN attrape-tout. C'est la première chose qui m'a frappé, cette pole position pour Jordan Bardella. Gabriel Attal, je vous en ai parlé. Bruno Retailleau, qui connaît une percée assez incroyable. Et puis, ce sondage a au moins, ce baromètre a au moins le mérite de montrer que la popularité est une ressource importante, mais pas indispensable. La semaine dernière, beaucoup de médias ont repris notre enquête Paris Match avec Dominique de Villepin. Comme c'était sur Paris Match, je ne vous ai pas posé la question. Préféré, vous avez un point. Préféré des Français, mais les gens, les personnes ont répondu à une question d'opinion. La popularité, pourquoi faire ? Dans cette enquête, on a 83% des Français qui, même s'ils apprécient, ne voient pas, ne souhaitent pas Dominique de Villepin comme candidat à la présidentielle. Il peut y avoir un effet Michel Rocard. Oui, c'est même pas un effet Michel Rocard, c'est un effet que j'ai appelé de popularité de papier, une popularité d'estime pour quelqu'un qui décrypte les enjeux internationaux, qui rappelle une époque d'âge d'or du chiracisme, qui se distingue à l'égard d'un personnel politique actuel qui ne plaît pas à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais de là à en faire un candidat présidentiel, il y a un long chemin. Merci beaucoup Frédéric Dabi. Le sondage est à retrouver bien évidemment sur le site du Figaro avec les analyses de Frédéric Dabi déjà et le commentaire de Célestine Gentilhomme. Je signale également votre dernier livre, Parlons-nous tous la même langue. C'est aux éditions de l'Aube avec Brice Sokol, sous-titre « Comment les imaginaires transforment la France ». C'est intéressant, c'est passionnant. On en reparlera peut-être ensemble. Avec plaisir. On va revenir pour l'instant sur l'événement de ces dernières heures, ou plus exactement les 3 jours qui ont marqué un tournant dans l'histoire de la guerre en Ukraine et de la relation entre l'Europe et les États-Unis. On va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron dans le Figaro, contestés d'ailleurs pour certains par le ministre britannique de la Défense, et sur les déclarations à l'issue du sommet de Londres ce dimanche. On en reparle tout de suite, on y revient tout de suite avec Renaud Girard. We are ready, together with you, to defend democracy, to defend the principle that there is a rule of law, that you cannot invade your neighbor and bully your neighbor, or you cannot change borders with force. In fondo tutti condividiamo lo stesso obiettivo. Lo condivide l'Italia, lo condivide l'Europa, lo condivide la NATO, lo condividono gli Stati Uniti, ed è arrivare a una pace duratura, giusta in Ucraina. Poi c'è da discutere di come questo si faccia, e qui chiaramente la questione diventa più complessa, ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l'errore di dividere o di favorire una divisione dell'Occidente che sarebbe esiziale per tutti. Lo sarebbe particolarmente per l'Ucraina, ma lo sarebbe in generale per gli interessi condivisi delle 2 sponde, diciamo così, dell'oceano. The whole point of a guarantee for any deal, if there is a deal, is to preserve the peace. And if you want to preserve the peace,
you have to be prepared to defend the peace. So the reason I've been forward-leaning on this is because I want to avoid conflict, because I do not want conflict in Ukraine, in Europe, and certainly not in the United Kingdom. Bonjour Renaud Girard. Je voudrais avoir un commentaire sur ces différentes déclarations de votre part, parce que la question qu'on se pose, c'est qu'on se posait déjà hier soir, c'est si les Européens étaient vraiment d'accord sur l'Ukraine. Je vous pose d'autant plus la question que ce lundi matin, le ministre britannique de la Défense, sur les ondes de nos confrères du Times, a apporté un démenti à ce que déclare Emmanuel Macron dans nos colonnes, en disant « Il n'y a pas d'accord sur ce à quoi ressemblerait une trêve. Plusieurs options sont sur la table, sous réserve de discussions plus approfondies avec les partenaires américains et européens, mais d'une trêve d'un mois n'a pas fait l'objet d'accord. » Donc sur quoi ils sont d'accord? Sur les objectifs, comme dit Giorgia Meloni? Non, d'abord, je pense qu'ils ont été d'accord pour réparer l'humiliation qui a été faite à Zelensky à la Maison-Blanche. Parce qu'effectivement, le vice-président et le président des États-Unis peuvent avoir des opinions contraires, des avis contraires, ou considérer que leurs intérêts ne sont pas servis par Zelensky en ce moment, c'est tout à fait légitime, ça les regarde, mais on ne traite pas comme cela quelqu'un qui a traversé l'Atlantique pour venir vous voir. Eh bien justement, on va regarder cette séquence, on y revient juste après. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Vous dites que c'est une humiliation pour Zelensky. C'est d'abord un peu une humiliation aussi pour la Maison-Blanche, parce que... C'était la question que j'allais vous poser. Oui, parce qu'on ne traite pas... D'abord, on ne parle pas des affaires d'État devant la presse, si vous voulez. C'est ce que reproche Vance, d'ailleurs, à Zelensky. Non, mais c'est alors peut-être que Zelensky a été maladroit, mais c'est pas lui qui a décidé d'inviter la presse dans le bureau ovale quand même. Alors, il a été maladroit parce qu'il aurait sans doute dû rien dire puisqu'il y avait la presse. On ne peut pas faire des discussions d'État devant la presse qui veut toujours, évidemment, c'est son rôle, mettre de l'huile sur le feu, etc. En fait, à un moment, il demande à J.D. Vance, dans la séquence juste avant, mais de quelle diplomatie voulez-vous parler? Et c'est là que J.D. Vance commence à être extrêmement agressif. Il n'y a aucune raison d'être agressif. On peut dire, écoutez, nous, on a des intérêts différents, mais le laisser parler. Surtout qu'il y a un côté un peu gênant, parce que le pauvre, il n'est pas dans sa langue, il est en anglais. Il a appris l'anglais il y a 4-5 ans, Zelensky. Avant, il ne parlait bien que le russe, en fait. Et donc, les autres ont un avantage. Ça paraît complètement déséquilibré, ça paraît grossier, ça paraît brutal, ça paraît dire on est les plus forts, donc en fait t'as pas la parole, t'as pas voix au chapitre. Est-ce que c'est pas acceptable, si vous voulez? Alors je sais que Roosevelt a traité De Gaulle comme ça. Roosevelt a traité De Gaulle comme cela, mais De Gaulle a été plus malin. Il a jamais pris de front en public. Il s'est défendu.
Mais donc, est-ce que vous pensez que Macron et peut-être Keir Starmer ont encouragé Zelensky à tenir tête à Trump devant les caméras de la Maison? Non, je pense que c'était pas du tout prévu. En fait, ça a dérapé. Ça a dérapé. Alors, il était peut-être un peu maladroit. Effectivement, c'était sans doute maladroit. C'était pas nécessaire de la part de Zelensky d'expliquer à Trump qu'il avait un océan. Mais c'est pas. Mais ça n'appelait pas une telle réponse. Est-ce que le passé d'acteur de Zelensky traitant faisant de la politique un petit peu comme de la télé-réalité, d'ailleurs comme les Trump, est-ce que finalement ils n'ont pas été justement rattrapés par leur passé? Oui, alors lui, effectivement, il s'est peut-être, il n'a pas compris. Je pense que peut-être l'ambassade ukrainienne aux États-Unis ne l'a pas bien préparé, visiblement. Il n'a pas compris qui étaient Trump et Vance, alors qu'on les connaît, si vous voulez. Ce sont des gens qui peuvent être assez agressifs. Lui, il avait besoin de revenir avec un maintien minimum d'aide militaire et de renseignements américains, c'est tout. Il était prêt d'ailleurs à signer un deal sur les métaux rares qui ne sera pas forcément punitif pour les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens ont intérêt à ce que des sociétés américaines s'installent sur le sol d'Ukraine. Et là, tout est parti, mais on ne peut pas accuser Zelensky d'être fautif, parce qu'on a le transcript. Alors, c'est ce qu'ont fait les Européens, c'est qu'ils ont réparé cette brutalité américaine faite au nom de l'Occident. Ils en ont eu honte et ils l'ont réparé en le faisant recevoir par le roi, etc. En disant non, on honore un chef d'un État qui a été agressé et qui finalement se défend quand même assez courageusement. Je vais vous poser une question un petit peu cynique, un peu brutale, mais finalement, s'il n'a pas les Européens, est-ce qu'il est important, il est nécessaire, au-delà de la morale et au-delà de la décence, de montrer à Zelensky qu'on le soutient? De toute façon, seuls les Européens le soutiennent aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls les Européens le soutiennent. Alors maintenant, effectivement, il faut prendre la bonne idée de Trump, parce que l'idée de Trump d'arrêter le bain de sang est une bonne idée. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que la jeunesse ukrainienne et même la jeunesse russe arrête de mourir quand même. C'est une guerre fratricide, il faut le dire, pour des concepts de frontières que les gens... Mais vous dites que c'est une guerre fratricide, alors que quand on entend les dirigeants européens, quand on entend tous ceux qui volent au secours de Volodymyr Zelensky depuis quelques heures, disent au contraire que l'Ukraine est la sentinelle de l'Occident face au monde russo-slave. Alors non, l'Ukraine appartient au monde slave et au monde orthodoxe. Maintenant, il a rejeté l'aspect autocratique des régimes et corrompu des régimes à l'est de la ligne de Théodose, si vous voulez, qui n'applique pas le droit romain. Vous situez peut-être la ligne de Théodose. Oui, c'est la ligne entre l'Empire latin, si vous voulez, d'Occident, où le droit romain est le plus important, et l'Empire d'Orient, où en fait c'est la décision du roi, du tsar, du César, qui est la plus importante. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous voulez construire dans votre maison de campagne un atelier au fond, vous dites est-ce que je vais avoir mon permis de construire? Est-ce que j'ai le droit de construire quelque chose? Dans l'empire, de l'autre côté de l'empire de Théodose, en Russie par exemple, dit est-ce que le tsar va me donner l'autorisation? Donc chez nous quand même, c'est beaucoup plus verticalisé. Non, le droit prime, c'est-à-dire le droit romain. Nous sommes dans une ère, nous en Occident, de droit romain, c'est-à-dire qu'on obéit tous, on est censé en tout cas, tous obéir au droit, alors que en Orient, c'est le bon vouloir du tsar. Voilà, c'est le bon vouloir du tsar. Je reviens sur l'actualité. Donc, Emmanuel Macron, dans nos colonnes, parle d'une trêve d'un mois dans les airs, sur les mers et dans les infrastructures et sur les infrastructures énergétiques. En clair, on ne tape pas sur les centrales. C'est ce qu'il propose. Apparemment, les Britanniques, eux, ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron dans nos colonnes. Mais est-ce que cette trêve pourrait être une bonne idée ?
Oui, bien sûr que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter la boucherie et peut-être travailler là-dessus. On ne va pas résoudre le conflit ukrainien en une minute, mais il faut déjà arrêter que des gens meurent, arrêter les bombardements, arrêter l'appauvrissement de l'Ukraine et d'ailleurs de la Russie qui est concomitant. Il faut d'abord arrêter ça et ensuite négocier sur cette base. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs dans tous les conflits. Dans le conflit entre Israël et l'Égypte, qui est maintenant réglé, c'est ce qu'avait réussi Kissinger après la guerre du Kippour. Il avait dit: on ne va pas donner une victoire à Israël, il faut que chacun, ce soit 15 partout, et on va instituer un cessez-le-feu. C'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a permis, quelques années plus tard, à Sadat d'aller à Jérusalem et de faire une paix qui tient toujours entre Israël et l'Égypte. Et donc, effectivement, c'est une bonne idée. Pardon Renaud, mais il y avait eu les accords de Minsk en 2016, et ça n'a pas tenu. Alors, il y a eu les accords de Minsk, qui étaient plutôt en 2015, février 2015. Alors, ils n'ont pas tenu. Pourquoi? C'est un peu technique, mais c'est parce que, en fait, Zelensky voulait les tenir, c'est-à-dire que ça prévoyait l'introduction dans la constitution ukrainienne d'une sorte d'autonomie pour les régions de l'Est, du Donbass, les régions russophones. Et il a dû faire de la politique intérieure parce que il y a des mouvements extrêmement nationalistes, et il y en a en Ukraine qui ont fait des manifestations à ce moment-là à Kiev. Il a dû céder, et effectivement les Ukrainiens n'ont pas appliqué les accords de Minsk. Et pire encore, on sait aujourd'hui, puisque Merkel et Hollande ont eu la sottise de le dire, qu'ils avaient négocié ces accords de Minsk, mais pas de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'intention, ont-ils dit, de les appliquer. Est-ce que c'est pas justement ça qui fait peser une menace et qui pèse sur la crédibilité d'une proposition européenne aujourd'hui? Ah bah oui, ça c'est le fait que Hollande et Merkel avaient dit qu'ils n'avaient pas négocié de bonne foi, que c'était simplement pour que l'Ukraine puisse se réarmer, c'est terrible, effectivement. Ouais. Les Russes ne peuvent pas avoir confiance. Donc, en fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que pour faire la paix, on a quand même besoin des Américains, à la fois du côté russe, parce que Poutine respectera sans doute un deal avec Trump, et du côté ukrainien, parce que Zelensky nous a quand même dit, malgré son algarade, des conditions de sécurité qui ne sont pas américaines ne sont pas des garanties de sécurité. Voilà ce qu'il nous a dit Zelensky il y a 15 jours. Les États européens sont-ils en mesure de consacrer 3 à 3,5% du PIB au budget de leur défense? C'est une histoire de volonté. Ils le faisaient en 1990. Oui, alors il faut arrêter d'être une sorte d'État social complètement hypertrophié, où on finance tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire que si on passe à 3 ou 3,5% de notre PIB, c'est-à-dire qu'il va falloir tailler ailleurs. Il va falloir tailler ailleurs. Augmenter les impôts. Oui, ou bien par exemple, comme disent les Danois, mettre la retraite à 70 ans. Oui, il faut tailler dans les dépenses sociales, dans les dépenses publiques. Il faut faire des efforts et des sacrifices. Et des sacrifices. Mais il faut travailler plus en France, bien sûr, pour dégager de la richesse. Il faut travailler beaucoup plus longtemps, et faire des choix. On vit dans un monde plus dangereux, c'est l'évidence. Il n'y a pas que la Russie qui est une menace. Il y a le djihadisme, il y a pas mal de menaces dans le monde, et donc effectivement il faut se réarmer. Et la France, par exemple, elle a un immense territoire maritime, une zone économique exclusive de 10 millions de kilomètres carrés, la deuxième du monde. Eh bien, elle doit la défendre, et donc il faut augmenter les crédits de la marine. Conserve-t-on la souveraineté et la pleine mesure de notre maîtrise nucléaire si on associe d'autres États à des exercices de force de dissuasion, comme l'évoque le président de la République dans le Figaro? Alors, on peut tout à fait, effectivement, faire des exercices militaires, pourquoi pas, sans trop en parler, sans trop parler, parce que le principe de la dissuasion, c'est de maintenir le flou sur les intentions pour que l'adversaire ait peur, vous voyez. Mais des exercices, pourquoi pas. Mais en revanche, il faut bien comprendre que la dissuasion nucléaire, elle est seulement française. Il faut un chef. Il faut
c'est pas un comité qui peut appuyer sur un bouton, c'est uniquement le président de la République. Comme le dit Emmanuel Macron, française. que la dissuasion nucléaire française a toujours eu une dimension européenne. Alors, dans le plan Fouché, effectivement, De Gaulle avait à l'origine de la dissuasion nucléaire. Le plan Fouché, De Gaulle avait déjà proposé d'étendre un peu le parapluie. Il avait parlé du Benelux. Et donc, en fait, il ne faut pas dire la doctrine française, elle doit rester la même. C'est le président de la République actionne la frappe nucléaire, qui est en 2 étapes, hein, parce qu'il y a les avions qui font des frappes plus ciblées, et ensuite les avions, les Rafales équipés de bombes atomiques, et ensuite il y a les missiles qui sont tirés par les sous-marins. Là, c'est la destruction généralisée. Voilà. Et donc, mais il le dit quand les intérêts vitaux de la France sont en cause. C'est à lui de le juger. Il n'a pas à dire à l'adversaire, à l'ennemi potentiel, quels sont les intérêts de la France. Peut-être, effectivement, que la Banque de Francfort, qui imprime notre monnaie, fait partie des intérêts vitaux de la France. Mais en tous les cas, la décision d'utiliser la dissuasion nucléaire ne peut pas être partagée. Ne peut pas être partagée. Une armée, ça a un chef. En France, c'est le président de la République. Une armée ne peut pas avoir Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron est en train de remettre en cause ce principe ? Je ne pense pas. J'ai lu la déclaration du ministre Lecornu et ministre des Armées, et ce qu'il disait était pour le moment extrêmement clair. Toute dernière question, Renaud, et une réponse courte s'il vous plaît, mais c'était le thème un petit peu de notre échange. Est-ce que les Européens peuvent, par la politique du forçage de main et du fait accompli, parvenir à s'imposer dans les discussions sur l'avenir de l'Ukraine, ou du moins à infléchir Donald Trump ? Je pense qu'ils peuvent infléchir Donald Trump parce qu'il a quand même, Donald Trump a quand même besoin de l'Europe, parce qu'il verra qu'il ne réussira pas en fait à détacher la Russie de la Chine. Il n'arrivera pas à faire son renversement d'alliance. Pourquoi ? Il comprendra, mais parce que les régimes russes et chinois sont beaucoup trop étroitement imbriqués. Ils refusent la démocratie, ils pensent que c'est une idiotie. Mais la Russie, l'URSS et la Chine étaient 2 systèmes communistes, et ils se sont brouillés. Voilà. Et les Chinois s'étaient rapprochés des Américains. Les Chinois, grâce à la diplomatie de Kissinger. Mais aujourd'hui, les Chinois et les Russes ont compris que d'ailleurs tout peut changer en 2 ans dans la politique américaine. On a vu la politique américaine faire des zigzags, alors que leur alliance, c'est-à-dire que la Chine exporte des produits manufacturés à la Russie, et la Russie lui donne toutes ses ressources naturelles, ça convient pour le moment aux 2 grandes puissances, et ni les Russes ni les Chinois ne font confiance à un deal à long terme avec les Américains. Merci beaucoup, Renaud Girard. Votre chronique est à retrouver ce mardi dans les pages du Figaro. Elle portera elle portera justement là-dessus, c'est-à-dire ça sera... Je vais défendre le méga. Qu'est-ce que c'est que le méga ? C'est Make European Great Again. C'est à lire dans les colonnes du Figaro dès ce lundi soir et ce mardi dans l'édition papier. Merci beaucoup, Renaud Girard. On va quitter l'actualité pour revenir dans l'histoire. Enfin, pas complètement l'actualité. On va pas complètement quitter l'actualité si on en juge par les débats qui commencent à poindre sur ce qu'est être français. Voici en tout cas ce qu'en disait sur notre antenne Omar Souleyman, syrien d'origine et qui a voulu devenir français. Je connaissais l'écrivain de la phrase connue, il n'y a pas de hasard, mais quand des rendez-vous. Il s'appelle Paul Éluard. Un poète que vous aimez particulièrement. J'étais fan de lui, et pour moi c'était ça la France. C'était le pays vous lisiez en arabe, il était traduit en arabe. Parce qu'il est traduit en arabe. Donc j'étais amoureux de sa poésie, de sa vie, c'était mon exemple. Et justement, c'était la France pour moi. C'était la France de l'engagement, de la résistance, de la liberté d'expression avant tout. Donc arrivant en France, vous avez dit que c'était par hasard. Évidemment, c'était par hasard, c'était pas non plus le choix. Je n'ai pas choisi de venir en France. Mais je pense que oui, je ne l'ai pas choisi, mais j'ai choisi d'aimer la France, ou j'ai choisi d'être français. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, on peut être obligé de se réfugier sur tel territoire, de partir... Sauver sa peau. Sauver sa peau. D'abord, pourquoi la France, avant tout? Depuis quand j'étais à Amman, parce que d'abord j'ai fui de la Syrie vers la Jordanie.
Parce que la réputation de la France au Proche-Orient, c'est le pays qui protège le plus les réfugiés politiques journalistes, surtout, vous voyez. Et de plus, deuxième raison, c'est la littérature française dans laquelle j'étais fan et je suis toujours fan. Bonjour Éric Anceau. Bonjour Vincent Roux. Qu'est-ce qu'être français ? Ah, vaste question. Le débat est périodiquement relancé, en particulier dans les périodes de difficultés qu'on traverse historiquement parlant. Et nous sommes justement dans l'une de ces périodes, et ça explique aussi pourquoi, alors il y a des raisons plus politiciennes derrière, mais ça explique aussi pourquoi François Bayrou, Bruno Retailleau ont lancé le débat sur le sujet. C'est ce qui vous a décidé d'écrire une histoire de la nation française ? Non, alors l'historien ne travaille pas dans l'immédiateté, c'est ce qui le différencie en fait du politique. Hein. C'est un sujet que j'ai en tête depuis très longtemps. Oui. Non, je ne critique pas les journalistes, vous m'invitez, c'est déjà très gentil. Et donc je travaille sur l'État en fait, sur les pouvoirs, sur les élites, les rapports des élites avec le peuple. Et bien évidemment la nation n'est jamais très loin, je suis 19e et c'est vraiment là que s'affirme la nation, la nationalisation des Français. Et donc il fallait qu'un jour ou l'autre je m'intéresse à ce sujet. Donc depuis 4 ans, je prépare ce livre. Alors il sort à un moment que certains jugeront opportun, mais en fait, tous les moments sont opportuns pour parler de la nation française. Oui, mais comme vous l'expliquez dans votre livre, ces moments deviennent de plus en plus opportuns depuis quelques années. En clair, il y a une incertitude, et il y a un débat sur être français et surtout sur la valeur d'être français. Vous dites notamment, sans vouloir spoiler, que à la fin de votre ouvrage, l'une des questions, l'un des problèmes, c'est que aujourd'hui, on est dans une histoire qui est culpabilisatrice du fait français. Exactement. Pendant très longtemps, on a été dans le roman national, qui est, aux yeux d'un historien universitaire, un excès, bien sûr. Et on est tombé... Qu'est-ce qu'on appelle le roman national ? Alors, le roman national, c'est en fait un récit orienté, on va dire, hein, qui choisit les belles choses de notre histoire au détriment des pages un petit peu moins glorieuses, de manière à faire nation. Ça, c'est pas forcément romanesque. Parce que les belles choses, elles ont existé. Elles ont existé, mais on a tendance, je dirais, à les rendre encore plus belles qu'elles n'étaient. On a l'impression qu'on a du Forisson à l'envers un peu, c'est qu'on nie même les belles choses qu'il y a eu dans l'histoire de France, y compris, pardonnez-moi d'être politiquement correct, je mets des pieds dans le plat, mais c'est une idée qui vient de la gauche, c'est dans l'histoire de la colonisation. Bien évidemment, tout à fait. Alors, on est passé, me semble-t-il, d'un excès à l'autre. Pourquoi est-ce que je parle d'excès quand j'évoque le roman national ? C'était louable pour faire nation sous la Troisième République. Donc Ernest Lavie, ce qu'on appelait l'instituteur national, enseignait à nos petites têtes blondes et moins blondes, hein, on rappellera les colonies françaises, nos ancêtres les Gaulois. Alors c'est un mythe ou c'est une réalité ? Alors c'est en très grande partie un mythe, hein, je le déconstruis dans le premier chapitre, de même que je parle des Francs. En fait, la nation, elle apparaît véritablement avec nos rois capétiens. Et comme les rois capétiens ont besoin de s'inscrire dans la continuité historique, eh bien ils vont mobiliser alors les Gaulois, les Francs, les Troyens. Alors ça, c'est très intéressant parce que précisément, dans une certaine historiographie, on disait que le mythe des ancêtres des Gaulois venait plutôt du 19e siècle pour pouvoir gommer les origines chrétiennes de la France, pour pouvoir faire plus une France un peu plus laïque, finalement. Mais en fait, vous dites que ce mythe, il est beaucoup plus ancien et donc il remonte d'ailleurs au premier roi, enfin en tous les cas au premier roi capétien. Au premier roi capétien. Alors il y a un petit peu des deux, hein. C'est pas faux ce que vous dites, parce que effectivement au 19e siècle et en particulier sous la Troisième République, on va avoir tendance à opposer les Gaulois aux Francs, ce que ne faisaient pas nos rois capétiens, qui réunissaient les deux. Ils revendiquaient le double héritage. Pourquoi est-ce qu'on oppose les Gaulois aux Francs ? Parce que, eh bien, en 1870, nous perdons la guerre contre l'Allemagne. Et bien évidemment, les Francs sont des Germains, donc il y a une assimilation. Et les républicains vont rejeter cet héritage franc. Vous étiez des Germains du Nord. Des Germains du Nord. Ajoutons aussi le baptême de Clovis. Donc ça ne plaît pas aux républicains. Alors ils réactivent les Gaulois qui sont des païens, les Gaulois qui sont bien plus anciens sur le sol de France, et ils vont les mobiliser davantage. Et d'ailleurs, vous remontez donc à 35 000 ans, vous allez jusqu'à 35 000 ans, et vous expliquez d'ailleurs qui sont les Gaulois. Hein. Il y a plusieurs peuples, et ils ne sont pas forcément tous des Celtes
venus des contrées nordiques ou... Exactement. Il y a déjà un mixage, ce qu'on appelle, ce que les Romains appellent sous le terme générique de Gaulois. Alors pourquoi Gaulois? Parce que ça vient du coq. Nous avions beaucoup de coqs dans les basses-cours de la Gaule de l'époque. Donc on leur a donné le nom. Est un terme générique pour réunir plusieurs peuples déjà à l'époque. On ne peut pas essentialiser les Gaulois. Alors, il y a une autre question qui me vient à l'esprit, parce que généralement, quand on aborde ces histoires de France et de la nation française, surtout aujourd'hui, surgit la question de l'immigration. On a entendu ici des thèses assez différentes. Je vous prends l'ancien préfet, Michel Auboin, qui a écrit un très joli livre sur être français, et aux presses de la Cité, et Anna Boer, qui vient d'écrire un livre sur l'immigration. Auboin démontre, et c'est assez convaincant, précisément, que finalement les vagues migratoires ont joué très peu de rôle avant le 19e siècle. Dire que la France est une terre d'immigration, dit-il, c'est pas vrai. Il prend l'exemple de la Beauce, où il voit que finalement la structure de la population reste la même, et remonte d'ailleurs, on arrive à la documenter assez loin, même vraiment à la fin de la guerre, quasiment à la fin de la guerre de 100 ans, donc au XVe siècle, avant la Renaissance. En revanche, Bauer dit qu'il y a toujours eu des vagues d'immigration dans la constitution de la nation française. Quel est le verdict de l'historien et de l'enquêteur? Et l'historien qui n'est pas normand, je précise que je ne suis pas normand, dira que la vérité est quelque part entre les deux. Il y a toujours eu des vagues de migration. Nous nous sommes constitués, parce que nous sommes en fait un Finistère, la France, par des vagues d'immigration successives. Par exemple, sous Louis XIV, il n'y a pas une vague d'immigration massive. Ah non, il n'y en a pas. Alors les vagues d'immigration sont antérieures. Alors effectivement, sous les monarques capétiens, où on intègre un certain nombre de provinces au pays, mais où on bouge peu d'une province à l'autre. Parce que c'est une population rurale. C'est de la colonisation intérieure. D'une certaine façon. Les choses bougent peu. Elles ont bougé avant. Les grandes invasions, entre autres, et elles vont bouger après, à partir du 19e siècle. Il y a de l'immigration par l'invasion, soit par le sud, soit par le nord, soit par les Sarrasins, soit par les Normands. Tout à fait, c'est exactement ça. Et elle commence à bouger à partir du 19e siècle, avec les besoins de main-d'œuvre liés à l'industrialisation, avec le développement des transports. Et bien évidemment, ça va s'accroître encore au 20e siècle, et en particulier dans le second 20e siècle. Donc je dirais la vérité se situe quelque part entre les deux. Il y a un mot que je me permettrais d'ajouter. Dans notre code civil, vous avez le terme assimilation, qui aujourd'hui est devenu un gros mot, mais il n'a pas encore été supprimé du code civil. Alors le président Macron avait dit il y a quelque temps qu'il faudrait retoucher ce code civil pour l'ôter. On lui préfère aujourd'hui d'autres mots comme intégration. Et l'assimilation, justement, c'est faire nation républicaine. Alors justement, le sentiment national se forge-t-il avec Philippe Auguste et Jeanne d'Arc? Il commence à se forger avec eux, mais alors c'est ce que toujours qu'il y ait un adversaire quand même pour pouvoir faire nation. Exactement, et l'anglais et l'anglophobie est très développée à ce moment-là. Mais si vous voulez, ça reste circonscrit, je dirais, d'une part à des régions bien précises, et surtout à l'élite. Et c'est véritablement à partir des Lumières du XVIIIe siècle, de la Révolution, et plus encore, un siècle qui m'est cher, le XIXe siècle, qu'il va y avoir une massification de l'idée de la nation, et que les gens vont intégrer qu'ils sont français. C'est-à-dire que vous dites finalement, au niveau du peuple, on se sent de sa paroisse, éventuellement de sa province, de sa contrée, mais on ne se sent pas forcément français, hormis le lien qui peut unir avec le roi. Oui, et hormis des périodes de troubles intenses. J'insiste beaucoup sur les guerres dans mon livre. Alors vous évoquiez tout à l'heure la guerre de 100 ans, on peut évoquer les guerres de religion. C'est là que s'affirme la monarchie absolue de droit divin avec Henri IV. On peut citer... par exemple, les guerres de religion, c'est très intéressant, c'est une guerre civile. Est-ce qu'à ce moment-là se forge le sentiment national? En grande partie. Pourquoi? Ce qu'on appelle les politiques, qui sont des gens qui sont dans l'entourage du roi, disent que notre pays est menacé d'éclater. Il y a une menace extérieure. Les Espagnols soutiennent les catholiques, les plus intransigeants. Les protestants sont soutenus par les Anglais et les Néerlandais. Et devant le risque d'éclatement, il y a des hommes politiques, on pensera à Michel de l'Hospital, on pensera à Jean Bodin, qui vont soutenir le roi pour renforcer ses prérogatives. Pour faire l'union nationale en dehors des clans. Et exactement, nation. Que doit le sentiment national à Louis XIV?
Beaucoup de choses. Alors, j'allais vous le dire et vous me devancez ici. Effectivement, en grande difficulté au moment de la guerre de succession d'Espagne, Louis XIV va lancer... Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, va lancer un grand appel à tous les Français, à tous les paroissiens, donc 40 000 paroisses à l'époque, pour qu'ils le soutiennent. Et vraiment, là, on a une étape importante, me semble-t-il, du sentiment national, car cet appel va être lu au prône par les curés, va être énormément relayé. Elle doit quand même quelque chose à François Ier, qui a instauré le français dans la langue administrative. Bien évidemment, et qui a créé le Collège de France pour normer en fait cette langue. François Ier joue un très grand rôle. La nation est-elle née avec la Révolution ? Alors, elle change de sens, c'est-à-dire que jusque-là, elle était en grande partie fictionnelle, même si on voit qu'elle progresse, on l'a dit dans votre émission, elle part du haut. Et la particularité de la Révolution, c'est l'idée qu'on va faire s'approprier par tous les Français ce sentiment national. Et on va remplacer la souveraineté royale par la souveraineté nationale. Et ça n'est pas anodin. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors justement, là vous avez moins de 4 minutes pour nous l'expliquer, mais quelle est la différence entre une nation et un État ? Alors, je dirige chez Talandier une histoire des nations. Dans certains pays, on pensera par exemple à l'Allemagne, en fait, la nation a construit l'État. C'est-à-dire qu'elle précède l'État. La langue, la culture, l'histoire. Et c'est après seulement que l'État s'est constitué. En fait, c'est douloureux pour nous, à la faveur de la guerre de 1870 contre les Français. En France, c'est l'inverse. C'est l'État capétien qui a construit au fil du temps la nation. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs peuples qui se sont unis, enfin en tous les cas, qui se sont retrouvés, qui avaient une chose en commun, c'était le lien avec le roi. Exactement, tout à fait. Le fait, mais vous le rappelez bien, c'est très intéressant au début de votre livre, sans en faire justement sans faire de pédanterie, mais la nation, c'est d'abord un fait humain. Exactement. Par rapport à l'État qui est un fait juridique et administratif, et la patrie qui est plutôt l'héritage. On disait, la patrie c'est l'héritage et la nation c'est les héritiers. Tout à fait, ces deux choses, disait Renan. C'est à la fois un riche legs de souvenirs que nous partageons tous ensemble, c'est notre histoire. Donc ça, et c'est aussi de la patrie. Voilà, de l'histoire, du passé, du patrimoine. Et c'est également un plébiscite de tous les jours, c'est-à-dire la volonté de continuer ensemble à faire nation et de se projeter. Il faut que nos dirigeants nous donnent un horizon. Ça c'est quand même très, très important. Alors justement, est-ce que les Français ont plus tendance à s'aimer entre eux ou à se détester ? Ah ben un petit peu des deux. Hein. Alors, je rejoindrai le président Macron sur ce point. Nous sommes un peu les héritiers des Gaulois sur ce plan-là. C'est-à-dire que nous aimons nous quereller. Et d'ailleurs, les étrangers nous renvoient à notre image. La question, est-ce que le sentiment national et le sentiment d'unité, de volonté d'unité nationale, n'est-il pas plus fort dans d'autres pays ? Je dirais non, parce que en fait, vous avez des sondages, vous avez le grand sondage Ipsos à l'échelle internationale qui permet de mesurer le sentiment national des peuples, et il est très ancré chez nous. Les Français sont très inquiets de ce qu'est en train de devenir la nation, mais ils souhaitent continuer à partager ce destin commun. C'est donc plutôt rassurant sur ce point, même si l'individualisme aussi, on ne peut pas le nier, la société des individus, le modèle anglo-saxon progresse. C'est indéniable. Et mensonge, le fait de croire ou de faire croire que la nation constitue le meilleur cadre pour régler le problème essentiel de ceux qui y vivent. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'écrivait il y a quelques années Jacques Attali sur son blog. C'est aussi votre avis ? Non, moi je pense au contraire, je suis républicain, je suis partisan de la nation, une nation, encore une fois, ouverte pour ceux qui souhaitent vraiment s'intégrer ou s'assimiler. Je pense que c'est le cadre idéal. S'intégrer ou s'assimiler ? Alors j'aurais tendance à dire s'assimiler, même si c'est un peu un gros mot aujourd'hui, mais s'assimiler, vous savez, ça ne veut pas dire oublier ce qu'on a été dans le passé, ses origines, mais ça veut dire intégrer profondément au fond de soi qu'il faut devenir français pour faire nation. Et je dirais même que pour se projeter vers l'avenir, c'est le cadre idéal de la démocratie. Hein, la nation républicaine, c'est essentiel pour faire vivre la démocratie. Vous vous en prenez à ceux qui ont voulu déconstruire cette histoire. Vous pensez à Patrick Boucheron et à son histoire mondiale de la France ? Alors oui et non, hein, je ne vais pas faire de l'attaque nominale, mais bon, Patrick Boucheron, que je connais bien par ailleurs, a choisi un angle, il est plutôt du côté de la déconstruction, et moi je ne suis ni du côté du roman national, vous l'avez compris, mais ni du côté de la déconstruction. Il y a une voie médiane, me semble-t-il. Qu'est-ce qui vous dérange dans la déconstruction chez Patrick Boucheron ? C'est une vision biaisée de la réalité, je vous donnerai une idée. Je vous donnerai une idée, par exemple, il a publié un très grand livre que tout le monde connaît, l'histoire mondiale de la France, et dedans il choisit comme date emblématique
pour la guerre de 14-18, non pas la bataille de Verdun, mais la révolte des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est très très bien qu'il ait évoqué, moi je l'évoque dans mon livre, cette révolte. Mais il y a aussi la bataille de Verdun. Le cardinal Mercier, prélat belge, disait de la France est une grande nation, mais pour le demeurer, il faut qu'elle s'en souvienne. C'est aussi votre avis? Tout à fait. Merci beaucoup. L'histoire de la nation française, eh bien justement, vous aider à s'en souvenir. Du mythe des origines à nos jours, c'est passionnant, c'est à lire, et c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup, Éric Anceau, de l'avoir écrit et de nous en avoir parlé. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit.